Tu veux en savoir plus sur l'origine des bombes atomiques, de façon pédagogique et rapide? Je te recommande mon livre L'atome comme arme, disponible sur Amazon et en boutique Eclap. Tu le trouveras via le lien en description ou le QR code à l'écran. Mais si tu veux ton exemplaire dédicacé par moi pour toi, il suffit d'envoyer un email à saladeguerra@gmail avec ton code postal pour que je puisse calculer les frais de port. Aujourd'hui, tu vas découvrir qui était le père du programme de missiles de l'Iran. Tous ces missiles balistiques que nous voyons dans cette guerre, qui sont lancés contre Israël et aussi contre le Golfe Persique, peuvent être retracés. Tout cela remonte au travail d'un homme. Cet homme s'appelle Hassan Tehrani Moghadam, et aujourd'hui nous allons comprendre qui il était. Contrairement à Werner von Braun, qui était le père des fusées allemandes, et on peut aussi dire qu'il est le père des fusées et des missiles américains. Et aussi de Sergei Korolev, qui est le père des missiles et des fusées de l'Union soviétique, Hassan Moghadam ne rêvait pas de devenir concepteur de fusées, il ne rêvait pas de l'espace. Depuis leur enfance, les deux autres en rêvaient, n'est-ce pas? En réalité, il a eu une enfance et une jeunesse très différentes de celles de ces deux autres célèbres ingénieurs, car il a commencé comme un passionné d'artillerie. Hassan Tehrani Moghadam, famille, est né à Téhéran, la capitale de l'Iran, le 29 octobre 1959. Et, à mesure qu'il grandissait, il était considéré comme l'un de ces garçons très débrouillards, n'est-ce pas, qui aimait vraiment faire des expériences par lui-même. Et lui, alors qu'il était encore très jeune, regardez, il fabriquait déjà de petites bombes artisanales. En 1977, il a obtenu son diplôme d'études secondaires à l'âge de 18 ans et immédiatement, il est devenu membre d'un groupe de miliciens. Dans la ville de Guilan qui se trouve là, c'est une province au nord-ouest de Téhéran, sur les rives de la mer Caspienne. C'était une période de grands troubles civils en Iran, avec la révolte qui prenait de plus en plus d'ampleur contre le Shah, Reza Pahlavi, et donc Moghadam a rejoint ce combat, n'est-ce pas? Il a rejoint les guérilleros qui combattaient les troupes du Shah dans différentes villes d'Iran, dans la région nord du pays. Il a également étudié à l'université technique de Téhéran, qui après la révolution de janvier 1979 est devenue l'université technique révolutionnaire islamique d'Iran. Et là-bas, dans cette université, il est parti, en 1980, pour intégrer la toute nouvelle garde révolutionnaire islamique d'Iran. Déjà considéré comme un jeune homme très talentueux, non? Vraiment talentueux techniquement. Et aussi avec l'exode assez important de personnes qui a suivi l'instauration du régime révolutionnaire islamique dans le pays. Moghadam, encore très jeune, a été nommé chef du renseignement de la 3e section du nord de l'Iran, au sein de la garde révolutionnaire. Et l'année suivante, en 1982, il s'est marié et de ce mariage, il a eu 4 enfants. En 1980, l'Irak a envahi l'Iran, déclenchant ainsi la guerre Iran-Irak, et c'est précisément pendant cette guerre que tout le talent de Moghadam pour l'artillerie a été pleinement exploité. À l'école, il a beaucoup appris sur les sciences métallurgiques et il développait, améliorait des projectiles pour des canons de différents calibres. Au cours des premiers mois de la contre-offensive iranienne et en novembre 1981 lors de l'opération Tariq al-Qd, une grande contre-offensive iranienne qui a permis de reprendre environ 800 km² de son territoire perdu au profit de l'Irak, Moghadam a été fondamental pour le succès iranien en planifiant et en exécutant. Le vaste barrage d'artillerie qui a frappé les forces irakiennes a ébranlé ces dernières et a permis aux Iraniens d'avancer et de reprendre des dizaines de villages dans cette région. L'année suivante, en 1982, il fonde le premier corps d'artillerie de la garde révolutionnaire et, également la même année, le centre de recherche en artillerie d'Arfaz. En fondant son centre de recherche, il commence déjà à utiliser un verset du Coran qui devient un mantra personnel pour lui durant le reste de sa vie. Ce verset est « Ce n'est pas toi qui as lancé la pierre sur eux, c'est Dieu qui l'a lancé ». De nombreuses personnes qui ont travaillé avec Hassan Moghadam au cours des décennies suivantes ont remarqué qu'il prenait vraiment ce verset très au sérieux. Il le peignait sur plusieurs missiles et, à de nombreuses reprises, il ordonnait également le tir de missiles. Même si la cible désignée avait à ses côtés un type de cible condamnable, comme une école ou un hôpital. Il ordonnait le lancement
disant que Dieu guiderait le missile jusqu'à la bonne cible. Comme dans les premières années de la guerre Iran-Irak, les deux forces aériennes ont été la cible d'attaques ennemies à grande échelle. Elles se sont rapidement épuisées et sont devenues incapables de mener des attaques de grande envergure. Ainsi, les deux camps ont finalement dû recourir massivement à l'utilisation de missiles. Et bien que l'Irak disposait déjà d'un grand nombre de missiles soviétiques Scud dans son arsenal, les Iraniens ont dû se débrouiller. Pour obtenir leur premier missile, les Iraniens ont finalement entamé des négociations pour acheter leur premier lot de missiles auprès du dictateur libyen Mouammar Kadhafi en 1982. C'est à ce moment-là que le jeune commandant de la garde révolutionnaire iranienne, Massem al-Hazaï, a choisi le talentueux Hassan Moghadam pour être le directeur du tout nouveau programme de missiles iranien. Et on raconte que lorsqu'il a reçu ce nouveau poste, il est resté stupéfait, sans voix. Il a simplement regardé Al-Hazaï avec de grands yeux. Puis il a dit « L'artillerie, c'est facile, mais les fusées, que Dieu m'aide dans cette tâche. » En 1983, il a donc fondé le commandement des missiles de la garde révolutionnaire. Et l'année suivante, en 1984, il a été envoyé en Syrie à la tête d'une délégation d'ingénieurs iraniens qui allait effectuer les premiers lancements de missiles Scud. Et on raconte que lors de cette mission, les Syriens avaient placé plusieurs femmes très belles, logées dans le même hôtel que les Iraniens. Et bien que certains de ses collègues, beaucoup même, voulaient sortir, détourner leur attention pour profiter de la situation. Il a rassemblé tout le monde dans la même salle, a passé un savon général et a dit « Nous sommes ici pour apprendre à manipuler le missile et nous n'allons nous laisser distraire par rien. » À partir de là, l'histoire devient un peu floue, car beaucoup de gens rapportent que Moghadam aurait simplement fait de la rétro-ingénierie, de l'ingénierie inverse sur les missiles Scud livrés par les Libyens. Mais d'autres historiens affirment que les Iraniens ont volé des feuilles de calcul, ont volé les plans des missiles Scud qui étaient entre les mains des ingénieurs libyens. Et, à partir de ces plans, ils ont créé leur propre version du missile Scud-B, qui était devenu le premier missile national iranien, le Shahabun, en 1985. Alors, Moghadam est à l'origine du lancement du premier missile produit nationalement en Iran, le Shahabun contre la ville irakienne de Kirkouk. Peu de temps après, il part pour la Corée du Nord afin d'acquérir des connaissances sur une nouvelle version nord-coréenne du Scud, qui deviendra le Shahab-2. Et, en même temps, il développe une version nationale d'une roquette d'artillerie chinoise qui finit par devenir la roquette Zerzal, le premier modèle d'une grande famille de milliers de roquettes d'artillerie iranienne. Avec la fin de la guerre Iran-Irak, au début des années 90, l'attention de Moghadam se tourne vers la transformation de la roquette Zerzal en un missile balistique à courte portée qui deviendra le Fatah 110. En 1995, un missile balistique à courte portée à propergol solide, pour la première fois entièrement produit en Iran. D'ailleurs, si tu es un peu perdu avec tous les noms de missiles dont je parle ici et que tu veux en savoir un peu plus sur chacun d'eux, il y a ma vidéo sur le programme de missiles balistiques de l'Iran que tu devrais aller voir juste après celle-ci, ici. Moghadam retourne également en Corée du Nord pour assimiler les connaissances sur le missile Nodong nord-coréen qui, une fois amené en Iran, devient alors le Shahab-3, cette fois un missile balistique de moyenne portée qui atteint déjà 2000 km. Celui-ci est le premier missile iranien capable de frapper Israël. Mais bien que le Shahab-3 ait été approuvé pour un usage opérationnel par les forces armées iraniennes en 2003, le missile était très peu précis. Et en 2004, Moghadam a lancé les études pour le développement du Ghadr 110, une version du Shahab-3 avec une bien meilleure précision. Il allait également lancer à la même époque, vers l'an 2000, le projet du missile Sejil, un missile balistique de moyenne portée avec une portée de 2500 km propulsé par 2 étages à carburant solide. Et vu par le monde entier comme une preuve de l'avancée très rapide du programme de missiles iranien, au début des années 2000, la figure de Moghadam était devenue immensément importante pour le régime. Et en 2005, il a été nommé général de la garde révolutionnaire et également vice-commandant de la force des missiles de la garde révolutionnaire iranienne. Contrairement à de nombreux dirigeants du régime islamique qui aiment mener une vie très modeste, Hassan Moghadam aimait beaucoup le luxe. Et un de ses fils a même déclaré à la presse que son père le soulignait toujours.
que la vie valait la peine d'être vécue dans le meilleur style possible, en mangeant la meilleure nourriture et en achetant toujours les meilleures voitures. Il est important de noter qu'il est assez difficile de parler des détails spécifiques de la carrière de Hassan Moghadam en tant que responsable du programme de missiles de l'Iran, parce qu'une grande partie de la documentation sur sa vie est encore classée, extrêmement classée. Et il n'y a aucun espoir sérieux que ces archives soient révélées au public à court ou moyen terme. Mais justement au sommet de sa renommée et au sommet de son pouvoir, le 12 novembre 2011 à 13h30, le général Hassan Moghadam, avec 17 autres techniciens, l'un des experts en missiles iraniens, est décédé dans une grande explosion. Une grande explosion qui a eu lieu dans la localité d'Ibrahimovic, Bit-Kaneh, à environ 50 km à l'ouest de Téhéran, sur la base de missiles Shahid Modaïs. Cette explosion a été si monstrueuse qu'elle a brisé des vitres jusque dans les périphéries de la capitale elle-même, Téhéran. Et bien que le gouvernement ait initialement déclaré que l'explosion provenait d'une rupture de gazoduc, par la suite, Téhéran a changé sa version des faits. Et il a déclaré que la catastrophe s'était produite en raison de procédures incorrectes lors du transport de munitions sur cette base. Et bien que beaucoup de gens soupçonnaient fortement un sabotage israélien à l'intérieur de l'Iran, le gouvernement iranien a rapidement écarté cette hypothèse, et il a supposé que tout cela n'était qu'un accident. Mais même avec cette confirmation de Téhéran, des rapports occidentaux citant des sources qui n'ont jamais été identifiées ont continué d'insister sur le fait que cette explosion était une opération de sabotage du Mossad. Et la veillée funèbre des 17 techniciens a profondément ému la nation, surtout à cause de la perte de Hassan Moghadam, qui a été fait martyr par le régime iranien. D'ailleurs, Ali Khamenei lui-même a assisté à la veillée funèbre des techniciens. La polémique sur la véritable raison de l'explosion qui a tué Hassan Moghadam n'a fait qu'augmenter en 2016 lorsque son frère, Mohamed Moghadam, s'est adressé à la presse. Et il a déclaré que tout avait réellement été l'œuvre des Israéliens des services secrets. Le Mossad admettant également qu'Israël, depuis de nombreuses années, essayait déjà de tuer son frère. Et bien sûr, pour beaucoup de gens, ce n'est pas difficile à croire. Étant donné le grand nombre de scientifiques spécialisés dans les missiles, les fusées et aussi de scientifiques atomiques, n'est-ce pas, de physiciens nucléaires, qui ont été tués par Israël dans plusieurs villes d'Iran. Connaissiez-vous déjà l'histoire du père du programme de missiles iraniens ? Était-ce nouveau pour vous ? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et mettez-nous un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je m'arrête ici, merci encore pour votre fidélité. Grande accolade de la salle de guerre.